Bonjour à tous. Merci beaucoup Alexia pour cette belle introduction. Merci beaucoup Paul Lou de m'avoir invité à participer à cette journée. Je suis toujours très heureux d'être ici. Alors on m'a appris à faire des remerciements quand je commence une intervention, mais je dois dire que voilà, je suis particulièrement heureux d'être là, l'espace éthique étant une famille de cœur pour moi. Venir parler et revenir de Genève, où je ne suis pas depuis très longtemps, parler ici, c'est un grand bonheur pour moi. Alors, je suis aussi assez heureux de pouvoir poursuivre avec vous une réflexion entamée lors des journées nationales de la Fédération Addiction de 2019 à Perpignan, où il s'agissait de réfléchir sur les fondements éthiques de la réduction des risques. Alors, vous nous avez invités à parler d'éducation à la santé. Et si je ne sais pas précisément comment vous avez choisi le champ des addictions pour parler de cette thématique, il me semble que c'est une très bonne idée et que c'est parfaitement justifié par le fait que dans notre champ, des pratiques éducatives innovantes émergent. Et je parlerai justement particulièrement des pratiques de la réduction des risques qui viennent un peu se placer en contrepoint par rapport à des approches plus traditionnelles de prévention. Je voudrais préciser que je n'ai pas pu imprimer mon papier d'abord, donc je vais regarder mon ordinateur, je suis désolé, je ne suis pas très content, mais je ferai avec. Donc je voudrais préciser que je vais vous parler d'une position de clinicien. Donc même si cette réflexion ouvre sur des questions de santé publique, elle part d'abord de l'expérience de la relation de soins. Dans cette présentation, je vais dans un premier temps tenter de montrer en quoi les discours et pratiques éducatives liées à la réduction des risques qui ont cours actuellement dans nos structures d'accompagnement. Je vais tenter de montrer en quoi elles peuvent nous amener à nous positionner différemment dans la discussion des problématiques addictives, d'une part, et dans un second temps, envisager comment nous pourrions favoriser la compréhension et l'acceptation sociale de cette position. Alors j'ai donc parlé de réduction des risques. Certains d'entre vous savent de quoi il s'agit, mais sans doute qu'il faut un peu développer. On parle de réduction des risques couramment en France, on parle de réduction des méfaits au Québec, on parle parfois de réduction des dommages. On a choisi il y a quelques années de parler de réduction des risques et des dommages. Pour être complet, juste dans ma présentation, je me concentrerai de réduction des risques parce que c'est quand même long, mais ça englobe l'ensemble de ces pratiques et de ces positionnements. Alors pour vous expliquer un peu de quoi il s'agit, je vais définir ce concept théorico-pratique de réduction des risques par contraste avec celui de la prévention. C'est nécessairement un petit peu schématique. Je risque de tomber un peu dans l'opposition réductrice dont parlait Raymond Massé ce matin entre paternalisme et autonomie. Mais ça permet aussi de rappeler que la réduction des risques s'est construite en grande partie, en opposition à un faisceau de principes dont bon nombre font de la prévention sous sa forme traditionnelle. La prévention, donc, qui est un outil important de santé publique en matière d'addiction, elle est traditionnellement fondée sur une éthique prescriptive et verticale. Elle éduque volontiers par la peur et la culpabilisation. Je pense que vous n'aurez pas de mal à évoquer un souvenir de campagne publicitaire, de campagne de prévention qui a suscité chez vous une forme d'effroi, une forme de culpabilité, de honte, mais c'est les ressorts généralement utilisés. Et dans cette perspective, la relation qui se met en place entre l'éducateur et l'éduqué ressemble à une relation de type paternaliste, comme on a l'habitude d'en parler à notre niveau du soin. Raymond Massé parlait ce matin de paternalisme d'État et paternalisme individuel. Peut-être que justement, ce paternalisme d'État qui apparaît au travers de la prévention, on le retrouve dans la figure du médecin disant à son patient je sais ce qui est bon pour vous, faites-le, sans quoi vous allez mourir plus vite, vous allez mourir plus tôt, vous allez mourir plus douloureusement. C'est les images sur les paquets de tabac. Et puis ce sera votre responsabilité, et puis vous ne voulez quand même pas imposer ça à votre entourage. Voilà le registre dans lequel on se situe dans la prévention. Et ce qui est un point intéressant, c'est la recherche sur l'efficacité de la prévention en addictologie est encore parcellaire, mais on a quand même l'idée généralement que cette prévention-là
fonctionne auprès des gens qui n'ont pas besoin tellement d'être prévenus. C'est-à-dire qu'elle va renforcer les messages, l'efficacité des messages chez les gens qui en sont déjà convaincus. Mais ça va assez peu toucher des gens qui sont dans des situations plus vulnérables. Alors pour ajouter encore au défaut de la prévention traditionnelle, il faut souligner qu'elle recèle l'exercice d'un pouvoir. On l'a déjà évoqué ce matin, mais je reviens là-dessus. Si le bon sentiment n'est pas exclu dans le cadre du paternalisme, l'idéal du paternalisme, c'est quand même la charité, la bienfaisance, on peut attribuer une certaine valeur positive à ça. Si le bon sentiment n'est pas exclu, la prévention sert aussi les intérêts du pouvoir, en encourageant la soumission à la norme sociale, en promouvant une image de la rectitude morale citoyenne, en vue du bon ordre et du bon dynamisme économique. En ce sens, d'ailleurs, dans le champ des addictions, la prévention traditionnelle peut être vue comme un avatar de l'approche légale et morale adoptée de manière quasi unanime au plan mondial dans les politiques publiques en matière de drogue depuis un siècle, qui est celle de la prohibition. Alors ça ne va pas être mon sujet aujourd'hui et je manque de temps pour préciser ici les liens étroits qui existent entre prévention, pouvoir et prohibition. Mais si ces questions vous intéressent, je vous invite à vous référer à un MOOC que j'ai co-réalisé avec des collègues de Genève, donc qui est en libre accès en ligne, qui justement se penche en 6 semaines sur ces questions de rapport entre les politiques publiques et les pratiques individuelles. Donc par contraste à ce champ de la prévention, la réduction des risques présente, elle, un modèle éducatif en contrepoint. Le positionnement de la réduction des risques est un positionnement philosophique et moral qui repose sur un ensemble de pratiques relationnelles et opérationnelles. Et elle part du principe que l'autre, même en situation de dépendance, est un sujet rationnel et compétent, mais empêché dans ses capacités par un faisceau de déterminants individuels, familiaux, sociopolitiques et ou ethniques. Les pratiques qui en découlent s'éloignent donc de tout jugement et de toute prescription concernant les conduites de la personne et lui proposent plutôt des ressources pour renforcer ses capacités d'action, des ressources informationnelles, des ressources matérielles, des ressources affectives. La question du pouvoir donc se présente ici très différemment. Plutôt que d'imposer une soumission à la norme et à un ordre des choses, il s'agit de transmettre à l'autre les ressources lui permettant de reprendre le pouvoir sur sa trajectoire de vie et son environnement. Alors pour réfléchir aux aspects moraux de cette position, il faut bien comprendre le caractère subversif de cette position. C'est là que avec humilité, je discuterai un peu cette question du paternalisme doux. Je ne sais pas si le paternalisme doux rend suffisamment compte du caractère subversif de la position de la réduction des risques. De mon point de vue, il ne s'agit pas seulement de permettre à la personne de survivre ou de vivoter tout en conservant son mode de vie, mais plutôt de transmettre une part de son propre pouvoir au bénéfice de cette personne. Pour saisir cette bascule à notre échelle, on peut penser au médecin qui apprend au cours d'une consultation que son patient à qui il prescrit des benzodiazépines en fume une partie ou en injecte une partie. Et qui, ce médecin, alors que d'habitude il coupe les vivres aux patients, alors que d'habitude il va refuser de renouveler la prescription, décide cette fois non seulement de renouveler la prescription, mais en plus de donner, de transmettre des compétences, de transmettre des savoir-faire à son patient pour lui dire comment faire lorsqu'il fume ou lorsqu'il injecte une partie de son traitement pour ne pas courir de risque en le faisant. J'espère que vous saisissez par là le caractère subversif de cette position. Donc, il y a pour moi ici un basculement de valeur qui n'est pas simple à accepter. D'une part, parce qu'il heurte de front un système moral transmis au cours des études en santé et qui demeure marqué par la verticalité et la prescription. Et d'autre part, parce que justement, il subvertit et érode le pouvoir médical, du moins dans l'idée qu'on s'en fait aujourd'hui. Pourtant, les principes éducatifs issus de la réduction des risques sont ceux de l'accompagnement, du compagnonnage, du risque partagé, de la confiance, et leur efficacité en matière d'amélioration de la qualité de vie, en matière de réduction des dommages liés aux consommations, voire de réduction des consommations elles-mêmes, est bien documentée aujourd'hui.
Alors si on reconnaît une valeur à cette position de la réduction des risques, et si on se sent proche de cette position, on doit quand même s'inquiéter de deux éléments aujourd'hui dans notre situation en France. C'est d'une part que la dictologie médicale a su intégrer la réduction des risques à ses pratiques de manière à en réduire le caractère subversif, en contrôlant la perte de pouvoir induite, en minimisant la dimension morale et politique de cette position. Ce qui conduit à avoir une réduction des risques, ou ce qui conduit à réduire la réduction des risques à une liste de matériel échangeable, seringues, pipe à crack, etc. Ça, c'est ce que Marie-Geoffrey Roustide, qui est une sociologue spécialiste de notre champ, a appelé le modèle intégrationniste, donc un modèle où le pouvoir médical et la structuration de l'offre de soins médicale a réussi à intégrer la réduction des risques en minimisant le caractère politique et subversif. Deuxième point de préoccupation, à mon avis, la réduction des risques reste globalement très à l'écart du débat public. Et l'on peut penser que cela freine sa compréhension, son acceptation et son assimilation par la société. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une réduction des risques qui est inscrite dans les objectifs de santé publique en France, mais en développant des pratiques qui restent en contravention avec certains points de la loi pénale française. Alors l'hypothèse que j'avais avancée lors des journées de la Fédération Addiction à Perpignan était que ce manque de visibilité et de reconnaissance de la réduction des risques viendrait d'un malentendu sur les fondements éthiques de cette position et d'une difficulté à se les réapproprier. En effet, l'éthique de la réduction des risques, marquée par l'idéal d'autonomie, Raymond Massé en reparlait ce matin, l'autonomie dans le sens fort, comme il lui est donné en Amérique du Nord, notamment. Donc marquée par cet idéal d'autonomie, cette éthique trouve ses racines dans la philosophie des Lumières, bien sûr, mais elle a été retravaillée, développée par des auteurs de langue anglaise, comme John Stuart Mill notamment. Et elle se trouve aujourd'hui intégrée dans un paysage économico-politique singulier qui est celui du libéralisme. Elle nous revient donc aujourd'hui par des mouvements sociopolitiques internationaux, principalement de ce que nous appelons le monde anglo-saxon. De mon point de vue, cela génère chez nous une forme de conflictualité idéologique qui résonne avec d'autres conflictualités plus sourdes, comme celle qui oppose monde anglo-saxon et monde latin, héritage catholique et héritage protestant, ancienne génération, nouvelle génération, etc. Alors, promouvoir les principes éducatifs issus de la réduction des risques nécessite donc de faire un travail de description et de réappropriation de ces fondements éthiques dans une perspective plus continentale. À Perpignan, nous avions proposé de relier l'éthique de l'accompagnement à celle du souci de soi, telle qu'elle a été régénérée par Michel Foucault. Aujourd'hui, dans le temps qui me reste, je ne sais pas combien de temps, 5 minutes, dans les 5 minutes qui me restent, je vous propose juste d'ébaucher une réflexion sur cette question de l'accompagnement dans la perspective de sa relation au pouvoir, présente depuis le début de cette intervention. Alors, vous l'avez probablement entendu dans mes propos, en matière d'éducation, la notion clé en arrière-plan de la réduction des risques, c'est l'empowerment, l'empouvoirment, la capacitation, enfin, selon le vocable qu'on choisit. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, l'empowerment, il arrive chez nous, dans nos réflexions et dans notre débat, justement très marqué par la question de la valeur autonomie. Et il lui est souvent reproché, on l'entend régulièrement, on le lit régulièrement, il lui est reproché l'écueil de l'abandon des sujets vulnérables dans leur autonomie supposée. Il y a donc un risque d'être dans une approche trop positive par rapport aux capacités, un risque d'abandon de l'autre à sa solitude et un jugement sévère lorsqu'il se montre incapable, justement, de saisir le pouvoir qui est à portée de sa main. Alors, pour nous réapproprier ce concept d'empowerment, on pourrait se tourner, par exemple, vers les travaux de Paul Ricoeur sur la phénoménologie de l'homme capable, qu'il a notamment développé dans Parcours de la reconnaissance. Vous savez, dans cette phénoménologie qui décrit le sujet capable comme l'homme capable, la femme capable comme capable de dire, je peux parler, je peux agir, je peux me raconter et je peux être imputable de mes actes. On pourrait la décliner dans le cas dans notre cas duel de l'éducation à la santé dans le champ de la dictologie,
De cette manière-là, je peux parler, il s'agit de parler à quelqu'un, en fait, il ne s'agit pas juste de la performance de parler, mais il s'agit de parler à quelqu'un, et je peux formuler une demande, je peux agir pour me protéger, pour regagner en liberté. Je peux me raconter, je peux m'attester dans un récit de ma vie. Nos patients sont souvent marqués par des récits de vie très discontinus et par une difficulté à construire un récit de leur vie. C'est précisément un des enjeux importants de l'accompagnement. Et je peux être imputable, comptable de mes actes et de mes paroles auprès des autres. Il y a deux points que je voudrais souligner très rapidement dans la pensée de Ricoeur qui pourrait être intéressant pour nous aussi, pour nous réapproprier cette image de l'homme capable. C'est que d'une part, l'homme capable est aussi un homme faillible. Il ne s'agit pas donc de considérer l'autre comme capable et de le laisser au pouvoir qu'il est supposé reprendre. L'homme capable est aussi un homme faillible, et c'est cette faillibilité, cette vulnérabilité qui sort le sujet de l'autosuffisance. La femme et l'homme capable ne sont pas des monades, leurs capacités ne prennent sens que dans le rapport à l'autre, et penser cette faillibilité tout aussi présente chez l'éducateur que chez l'éduqué, ou chez le soignant que chez le soigné, selon les couples que vous choisissez. Donc cette vulnérabilité qui est partagée devrait nous permettre de réduire le risque de l'abandon de l'autre. Et chez Ricoeur, ce qui réduit ce risque, c'est précisément la reconnaissance mutuelle rendue nécessaire par la faillibilité du sujet. Le deuxième point d'intérêt, c'est que cette reconnaissance mutuelle n'est possible que si elle est médiée par des institutions justes et démocratiques. Ricoeur est ici proche d'Hannah Arendt, et il ne s'agit pas là tant de légitimer les institutions dans un paternalisme étatique, mais plutôt de garantir aux agents engagés dans une relation un cadre de sécurité et de référence pour développer leurs capacités de manière éthique. L'institution essentielle ici pour nous, c'est la loi, bien sûr. Et je ferai que souligner rapidement que celle-ci en France nous laisse dans une certaine difficulté. En conclusion, donc, je dirais qu'envisager les discours et les pratiques éducatives de la réduction des risques sous l'angle d'une éthique de l'accompagnement nous orienterait vers une relation éducateur-éduqué fondée sur une reconnaissance mutuelle des capacités et des faillibilités de chacun, qui exigerait de nos institutions qu'elles progressent vers plus de justice à l'égard des personnes en difficulté avec des usages de substances psychoactives et des accompagnements qui leur sont proposés. Je vous remercie.